Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Planet Wargame. Mon prénom c'est Vincent et aujourd'hui on va discuter de la 8e édition de Warhammer 40 000 avec Timothée. Comment ça va Tim? Salut Vincent, ça va super, je te remercie. Ah ouais. C'est vrai qu'on vit une période excitante en plus, parce que là la 8e édition arrive à grands pas. La date de sortie n'est pas encore confirmée, mais bon, il y a pas mal de rumeurs qui parlent du mois de juin. Donc c'est une affaire de semaines maintenant. Je pense, ouais, quelque chose comme ça, hein. Ouais. On verra bien. En tout cas, ce qui est cool, c'est que pour cette édition, Games Workshop nous a fait la grâce de nous donner chaque jour quelques nouvelles, un aperçu des règles telles qu'elles seront dans cette 8e édition. Donc, on n'est pas pris en traître. Et c'est vrai que d'en savoir un peu plus chaque jour comme ça fait monter la pression aussi. Et surtout qu'en les lisant sur Warhammer Community chaque jour, on s'aperçoit au fil des changements que cette édition va juste bouleverser le jeu tel qu'on le connaît. Enfin, ça va être un changement absolument radical, quoi. Autant entre la 6e édition et la 7e édition, on a eu bon, des changements mineurs, des ajouts assez cool hein, du reste. Mais ça donnait plus l'impression d'une édition 6.5, si on veut, qu'une 7e édition. Là, la 8e édition, rien à voir. Vraiment, du passé, faisons table rase. Games Workshop remet tout à plat. Euh, il change beaucoup d'orientation dans les règles du jeu. Et honnêtement, c'est vrai que nous, en tout cas, chez Planet 4 Game, Tim et moi, on est super excités. La pression monte par rapport à l'attente de cette édition. On a juste hâte d'essayer, quoi. On a hâte d'essayer. Tout à fait, ouais. Ouais. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, ben voilà, j'ai voulu isoler 5 changements de règles qui, d'après moi, c'est mon avis, sont les plus importants. Ils sont absolument clés. Ils vont influencer énormément euh, la manière de jouer, aussi bien dans la façon d'appréhender ces listes que également simplement dans le déroulement du jeu. Euh, on a un accent qui est mis sur la simplicité et la fluidité du jeu. Et ça, c'est vrai que pour nous, c'est vraiment un des aspects principaux. C'est-à-dire que euh, qu'on puisse à nouveau faire une partie de 40K qui soit fluide et sans accroc au niveau règle. Alors, je propose de commencer sans plus attendre par le premier point, et celui-ci me paraît absolument capital, c'est la fin des profils propres aux véhicules. Alors, Ça, qu'est-ce que c'est je veux vrai. dire par là? Parce que ce n'est pas forcément très clair. En gros, c'est tout simplement la disparition des valeurs de blindage. Les véhicules, désormais, auront, comme l'infanterie, euh, des points de vie, une endurance et une sauvegarde d'armure, tout simplement. Euh, Évidemment, ils n'auront pas les mêmes caractéristiques, ils auront des caractéristiques bien plus élevées, mais le principe et le mécanisme de règles suivant lequel on va endommager les véhicules, vous voulez, suit les mêmes règles que pour l'infanterie. Et ça, c'est un changement, mais colossal, à plus d'un titre. Je vais vous dire un peu plus ce que j'en pense en profondeur, mais d'abord, j'ai envie de demander à Tim, lui aussi, s'il a un avis sur le sujet, donc la fin des valeurs de blindage pour les véhicules. Bah, ça, déjà, c'est la belle première simplification des règles pour la V8. C'est une bonne chose, en fait. C'est vraiment génial. On n'aura plus besoin d'aller se poser la question de distance de mouvement en fonction des types de véhicules, véhicules rapides, motojet, etc. Euh, Tout ça, c'est indiqué sur la fiche, sur l'équivalent Warscroll, en fait, parce que du coup, ça va fonctionner de la même manière que pour AOS. Ça, c'est vraiment, ouais. Là, en fait, de toute façon, l'idée globale, de toute façon, reste la simplification. Pour les véhicules, valeur de move indiquée, super. Plus de valeur de blindage, ça aussi, c'est une très très bonne chose.
pas besoin de se prendre la tête pareil, 13, 12, 11 ou ce genre de choses. Valeur unique, on ne cherche pas à se poser la question comment dire, des angles quand on est en train de tirer sur un véhicule. Est-ce qu'on est en face avant, sur les côtés ou face arrière? Parce que ça, c'est vrai qu'en partie, c'est pas super évident. Ça peut prêter à confusion en fonction des cas de figure. Donc, c'est une bonne chose. Ça fait partie des bonnes nouvelles. Hein. Oui, tout à fait. Alors, dans l'ensemble, je suis d'accord complètement avec toi sur l'accent qui est mis sur la simplification, sur aussi le fait que pour un joueur débutant, pour quelqu'un qui a joué il y a un certain temps et qui remet pied dans Warhammer 40 000, le fait d'apprendre une seule fois les mécanismes de règles pour toucher, pour blesser et sauvegarde d'armure, mais alors ça simplifie énormément l'apprentissage pour cette personne. C'est-à-dire que, quelle que soit la cible, les valeurs changent, mais la mécanique et la logique des règles restent la même. Et C'est vrai que je pense que là, du coup, un nouveau joueur, en 1 heure à peu près, une partie de 1 heure, 1 heure et demie, il aura saisi totalement les règles du jeu et même il se sera bien amusé en fait. Là où quand on commençait 40K V7 ou avant, c'était compliqué quoi. C'est-à-dire qu'en 1 heure, avoir saisi le déroulement de toutes les phases, la phase psychique, ce genre de choses, c'était quand même assez coton. Hein. Oui, non, effectivement, oui, si quelqu'un est capable d'assimiler les règles de 40 000 telles quelles en l'état 7e édition en 1 heure, Costaud. je crois que c'est un futur Mozart du milieu, quoi. Non, là, le gars est juste surdoué, quoi. Bon. Oui, alors d'ailleurs, à ce sujet, j'aimerais bien partager le document qui nous montre un aperçu de ces profils, à quoi ils ressembleront. Alors, voilà. Là, on doit voir à l'écran, normalement, le profil d'un Space Marine. Bon, ouais. Alors certes, il y a du changement. Oui, la caractéristique de mouvement est indiquée sur le profil de la figurine. Elle changera en fonction de l'infanterie dont il s'agit. Un Eldar bougera plus vite qu'un Terminator, etc., etc. Bon, on regarde aussi au niveau de la capacité de combat, de la capacité de tir. Il y a du changement, c'est une valeur fixe maintenant. Mais vraiment, pour moi, sur ce premier point, le plus essentiel, le voici. Là, c'est le profil d'un Dreadnought. Et qu'est-ce qui saute aux yeux? C'est que c'est la même chose que pour un Space Marine. Le Dreadnought a une endurance, il a des PV, et il a une sauvegarde d'armure. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour montrer aussi le profil d'un Morkanaut qui a été révélé aussi par Games Workshop. D'ailleurs, on retrouve le système de PV qui se... comment dire, de statistiques qui descendent en fonction des PV. Par exemple, là, on voit que quand il... alors déjà, on voit qu'il a énormément de PV, parce que quand même 18 points de vie, c'est vraiment une grosse bête. Et on voit que du coup, quand il a subi... alors là, c'est les blessures qui lui restent. Mais quand il a subi, quand il lui reste entre 10 et 18 PV, on voit que sa valeur de move est de 8, mais qu'après ça descend à 6, à 4, que du coup aussi ta capacité de tir descend. Alors ça, comme tu as dit, c'est une valeur fixe. Alors bon, la différence, auparavant, c'était déjà une valeur fixe parce que c'était le calcul du 7 moins la CT. Là, maintenant, la seule différence, c'est que c'est indiqué directement. Bon, ça libère ça libère un tableau. Plus besoin de se poser la question du tableau de CT. Quoi. C'est vrai que ce tableau de capacité de tir, bon, ok, il a son explication historique dans la mesure où c'est un héritage de Warhammer Battle et qu'à l'époque, il y avait différents facteurs qui pouvaient plus ou moins justifier l'existence de ce tableau par rapport à la capacité de tir, mais c'est des règles qui ont depuis assez longtemps disparu. Et voilà, on va revenir sur la caméra. C'est des règles qui ont depuis assez longtemps disparu, et honnêtement, dans Warhammer 40 000, c'était juste complètement inutile, ce tableau de CT. Enfin... surtout, en fait, ce qui est très drôle, c'est si je me rappelle bien, dans le bouquin de règles, tu as le tableau,
avec toutes les valeurs, tu vois, ou quand tu le prends du premier coup, tu comprends pas en fait, enfin, tu trouves pas la logique. Et juste en dessous, il y a une phrase de Games Workshop qui explique que justement, pour simplifier, il faut faire 7 moins la CT, tu vois. Et tu te dis, bah en fait, le tableau n'est pas utile dans ce cas, uniquement mettre la phrase faites moins, 7 moins la CT, tu vois, t'as pas besoin de d'indiquer en fait tout simplement, tu vois, enfin, ou alors si, il y a peut-être des personnes qui ont un peu de mal en calcul mental. Ouais. Mais bon, depuis allez, quelques décennies plus tard, on arrive à la 8e édition et maintenant on a enfin le droit d'avoir directement dans le profil le résultat qu'il faut faire sur un dé. Le 3 plus, Voilà. Mais 3 plus. bon, non, mais ça a mis du temps, mais on y est, c'est bien. C'est bien. Bon, bref. Oui, donc effectivement, bon, les véhicules, pour symboliser leur résistance désormais, contrairement à la façon dont c'était modélisé avant avec une valeur de blindage, ils auront une endurance haute et surtout beaucoup de points de vie. Un petit avant-goût qui nous a été donné par Games Workshop, il nous parlait de plus d'une vingtaine de PV pour un chevalier impérial. Très résistant. Pour se faire à l'idée. Oui, alors, d'un côté, ils vont gagner en résistance les véhicules dans la mesure où le petit coup chanceux qui fait exploser le véhicule au premier tour, ça c'est terminé. Donc le petit porteur de fuseur qui débarque de son drop pod et qui décroche un résultat explosion sur le véhicule, mais c'est fini. Le Land Raider qui saute tour 1, etc., c'est terminé. Il faudra gratter chaque PV à présent. Par contre, toutes les armes désormais du jeu, basiquement, peuvent blesser n'importe quelle cible. Ouais. Au pire, sur un 6+. Voilà. Ce qui veut dire que, ok, on gagne en résistance avec la disparition du tableau de dégâts de véhicule. Les résultats explosion, comme ça, sortie tour 1 sur un petit coup de moule, c'est terminé. Mais en même temps, un fusil laser sera capable de vous égratiner un petit point de vie sur votre Land Raider ou sur votre chevalier impérial potentiellement. Par contre, moi la question que je me pose en fait, c'est est-ce que du coup, on va avoir sur les fiches d'unités comme ça, pour les grosses trums et les grosses bêtes en fait, les gros véhicules, les choses comme ça, est-ce que du coup, pour remplacer, parce que on perd tous les effets explosion et ce genre de choses aussi. Et du coup, est-ce qu'on va les retrouver en fait d'une certaine manière? Alors pas forcément pour tous, parce que du coup un Rhino, l'explosion à la limite, pourquoi pas, tu vois. Mais par exemple sur un chevalier qui tombe, tu vois, et ça fait un gros un dégât apocalyptique ou un truc du genre, tu vois. Est-ce que on n'aura pas justement une ligne sur le War Scroll en fait qui stipule justement quand le dernier PV est retiré. Alors pour le coup, on pourra plus placer de gabarit parce qu'il y en aura plus dans le jeu. Mais ça, c'était mon dernier point dont je voulais parler. je fais du spoil alors. On oublie. Non, mais du coup, tu vois, je me demande si est-ce que ça c'est quelque chose qui va complètement disparaître ou est-ce qu'il va y avoir un point qui va se retrouver là-dedans, quoi. T'as raison, c'est une excellente question. Je vois pas ça disparaître entièrement. Il y a au moins une chose qui restera, et c'est sûr, c'est le fait que pour les véhicules de transport, il devrait y avoir des blessures sur les passagers en cas de destruction du véhicule. Ça, je vois difficilement ça disparaître. Ensuite, est-ce que tous les véhicules exploseront et ce sera spécifié dans leurs règles spéciales en dessous de leur profil? Ouais, on verra. Bonne question. Après, Oui. sinon, ça peut en fait devenir tout simplement j'imagine bien dans les règles en fait, un tableau tout simple en fait. Quand alors ouais, par contre, du coup, ça veut dire qu'il faut que ce soit un véhicule. Mais j'imaginerais un truc, tu vois, genre sur un D6, et t'as un effet, de destruction du véhicule, tu vois. Et mais systématique en fait. Mais grosso modo, on va dire, sur 1 à 5, il ne se passe rien. Et juste sur un 6, tu as une explosion avec des dégâts sur les unités à X pas, quoi. Peut-être, on peut imaginer un truc un peu comme ça.
Ouais, c'est vrai. Pour l'instant, on n'a pas eu encore de nouvelles de ce côté-là de la part de Games Workshop. On ne sait pas si les véhicules continueront d'exploser et de faire des effets à la fois fort cinématographiques qu'on apprécie aussi dans nos parties. Mystère de ce point de vue-là. Oui, si, quand même, un dernier point, ce que tu as soulevé tout à l'heure, dont tu parlais, parce que c'est vrai que moi, bon, je pense que les gens qui nous regardent l'auront compris, j'adore ce changement. J'adore ce changement. La façon dont ça va fluidifier et simplifier les jeux. Et juste, c'était. Personnellement, je l'attendais depuis longtemps. Bon. Un petit point potentiellement problématique, c'est vrai que ça fait disparaître aussi les valeurs de blindage différentes suivant le côté du véhicule, l'avant, les flancs ou l'arrière. Le petit défaut éventuellement de ce truc-là, c'est que si on n'a plus d'intérêt à cacher les faces les plus sensibles de son véhicule, on risque d'avoir des placements de véhicules qui du coup n'ont plus vraiment de valeur stratégique. Et là où ça me dérange, c'est que cinématographiquement, dans la partie, si mon adversaire, qui accorde peut-être pas forcément tant d'importance que moi à ces choses-là, joue tous ses véhicules de dos à reculons, tous les Lehman russes qui avancent le cul à l'arrêt, devant exposé, ouais, c'est vrai que ça peut me faire grincer des dents, ça peut déranger. On verra s'il y a une règle qui quelque part incite les gens à jouer leur figurine quand même avec, je sais pas, enfin, essayer au moins de faire semblant d'accorder un sens esthétique à la partie, quoi. C'est vrai que Juste, ça, c'est quelque chose que tu verras peut-être pas en partie, en partie amicale, mais en tournoi. bah, les rhinos en marche arrière, non, enfin. Oh bah, en tournoi, c'est quelque chose qui est possible, hein, juste pour le bien de l'opti, hein. Mais de toute façon, je pense que s'ils précisent rien dans les règles à ce sujet-là, ce sera justement le test ultime, c'est parfait. Vous saurez tout de suite à qui vous avez affaire. Si vous faites face à un adversaire qui joue tous ses véhicules à reculons, Les bon, mecs qui se déploient en oui, non, 30. là, franchement, vous saurez tout de suite si c'est votre truc ou pas, quoi. C'est peut-être pas la peine de continuer jusqu'au tour 2. Mais après tout, dans les échecs, c'est pas précisé non plus. On s'attend à ce que son adversaire soit habillé, et en même temps, je sais pas, ça fait partie d'une sorte de contrat social tacite. Hmm. Ouais. Bon, Ouais, bref. là, je sais pas. En tout cas, viens pas à poil à la prochaine partie, mec, hein. Ro, j'ai le droit de le faire. C'est pas précisé dans les règles. Bon, alors, si on passait au deuxième point, pourquoi pas. Vas-y, vas-y. Donc, le deuxième point, le plus important pour moi, c'est la modification du système pour les sauvegardes de couvert. Alors, je m'explique un peu. Auparavant, en 7e édition, je vais partir du principe que vous jouiez en 7e édition, vous connaissiez les règles. Si vos figurines étaient dans une zone de couvert, elles avaient droit à une sauvegarde qui ne s'additionnait pas à la sauvegarde d'armure ordinaire, mais bon, en gros, on choisissait la meilleure sauvegarde entre les deux. Ce qui veut dire que les couverts servaient pas mal à l'infanterie légère, les gardes impériales, choses comme ça, qui avaient une sauvegarde d'armure qui finalement disparaît très vite à cause de la pénétration d'armure des armes adverses. Et à ce moment-là, on est bien content de trouver une sauvegarde de couvert à 5+, ou 4+. Mais pour juste toutes les figurines qui ont une sauvegarde supérieure à 4+, ou égale d'ailleurs, donc les guerriers de feu avec leur sauvegarde à 4+, les Space Marines avec leur sauvegarde à 3+, le fait d'être à couvert n'avait aucun intérêt face, on va dire, aux tirs de menu calibre, quoi, tous les fusils courants des troupes adverses, quoi, que ce soit fusil à fission, bolter, fusil laser. Comment s'appelle le fusil des taux, le fusil à impulsion? Fusil à impulsion, ouais. Ah oui, ok. Ouais. Bon, en tant que joueur Space Marine, honnêtement, je sais que le couvert
pour mes Space Marines n'est pas un truc que j'avais vraiment intérêt à chercher. Autant avancer complètement à découvert, puisque c'est le fait de se trouver à couvert vous permettait uniquement de bénéficier d'une protection supplémentaire contre les armes qui ignorent les armures Space Marine. Bon, finalement, on se met à couvert si on est face à du lance-plasma ou du canon laser, quoi. Bon. Après, quand tu joues contre du taux, de toute manière, le couvert, ça sert pas à grand chose. Hein. Ça se fait sauter rapidement avec des cibleurs. Hein. J'ai envie de rétorquer quand même que puisque le couvert servait pas à grand chose contre les taux initialement pour les Space Marines, le fait d'annuler le couvert sur des Space Marines pour des taux servait encore plus à rien. Moi, je m'explique par là. C'est vrai que dans nos parties, oui, Timothée joue tôt, hein, au cas où vous l'auriez pas deviné. Oui, c'est vrai que dans nos parties, les taux jouent beaucoup plus, je trouve, sur la saturation pour éliminer les Space Marines. Actuellement, ouais. Beaucoup de tirs PA4. C'est surtout ça qui fait mal. On finit forcément par rater les sauvegardes à 3+. Enfin bref. Oui, on n'a toujours pas dit comment fonctionnaient les sauvegardes de couvert en 8e édition. C'est super simple. Ça n'est plus une sauvegarde additionnelle qui vient se substituer à votre sauvegarde si jamais vous n'y avez pas le droit. Là, c'est tout simple. Vous prenez votre sauvegarde d'armure, vous avez un bonus de +1. On peut imaginer qu'il y aura des sauvegardes de couvert qui donneront un bonus de +2 à votre sauvegarde d'armure. On ne sait pas encore. Ce bonus variera en fonction du type de couvert. Et voilà. Donc un Space Marine à couvert dans un cratère, par exemple, sa sauvegarde passera de 3+ à 2+. Et là, en tant que joueur Space Marine, j'ai un vrai avantage à chercher le couvert. Il y a un vrai intérêt, en fait. Tout à coup, oui, les troupes qui ont 4+ ou mieux de sauvegarde d'armure retrouvent un intérêt à chercher le couvert. Et ça, c'est génial. Puis surtout, ça remet tout le monde sur un pied d'égalité à ce niveau-là. C'est vrai que j'avais pas réfléchi, mais ça va vraiment les renforcer en plus. Hein. Vraiment, toutes les unités vont gagner en durabilité à ce niveau-là. Hein. Oui, plutôt. Il y a des exceptions quand même. Par exemple, autant c'est vrai que j'ai passé toute la première partie là, sur ce point à dire combien les sauvegardes de couvert étaient inutiles pour l'infanterie un peu d'élite, celle qui a une sauvegarde minimum à 4+. Autant, et là c'est par la mécanique même des règles du jeu, pour les véhicules par exemple, la sauvegarde de couvert devenait cruciale. Honnêtement, Timothée par exemple, en tant que joueur tôt, je me souviens très bien de nos parties, où tu peux vraiment nous dire la différence entre une sauvegarde pour des guerriers de feu qui sont dans des ruines, où ils vont avoir une sauvegarde de couvert à 4+, alors qu'ils ont déjà une sauvegarde d'armure à 4+, mais ils n'ont droit qu'à l'une des deux. Et la sauvegarde de couvert qu'avaient tes tétras contre en plus de son blindage, bien sûr. Ah, le zigzag, ouais, c'est évident. Ouais. Les tétras, oui, je rappelle pour les gens qui sont peut-être pas familiers avec les taux, les tétras, c'est des espèces de bobsleigh anti-grave, là où il y a 2 taux à l'intérieur. C'est pas faux, ouais. Bobsleigh Forge World. Ouais, c'est Forge World, c'est pour ça que tout le monde connaît pas. La vraie saloperie, ces trucs-là, d'ailleurs. Bon. En tout cas, oui, voilà, la sauvegarde de couvert, on voit qu'il y avait des déséquilibres. Les troupes avec une pauvre sauvegarde d'armure bénéficiaient beaucoup du couvert. Les troupes avec une bonne sauvegarde d'armure n'en bénéficiaient très peu. Et les véhicules aussi en bénéficiaient beaucoup. Là, ça remet tout à plat. Véhicules, infanterie, voilà, que vous ayez une sauvegarde à 3+ ou une sauvegarde à 6+, vous profitez du couvert au même titre, au même degré. J'adore ce changement. C'est énorme. Il y a ils ont mentionné ou pas une limite à un 1+ en fait. Absolument pas, à ma connaissance. Une sauvegarde de plus, tu vois, t'as une sauvegarde de plus parce que t'es un gros personnage, un robot de Kutiman ou que sais-je, tu vois. Tu vas dans un cratère, +1, donc tu sauvegarde à 1+. Genre, c'est possible ou comment ça se passe, tu vois? Non, c'est pas possible parce que Robout de Gilliman ne se cacherait jamais dans un cratère. C'est spécifié dans les règles.
Non, écoute, je sais pas. Pour l'instant, non, Games Workshop n'a rien dit à ce niveau-là. J'imagine qu'il y aura quand même quelque chose pour limiter les sauvegardes à 1+, quoi. C'est vrai que sinon, un Terminator à couvert, bah, Ça va sauvegarde à vite, 1+. hein. Ça va très très vite, hein. Ouais. On verra bien. Je pense que comme pour Age of Sigmar, où les couverts fonctionnent exactement de la même manière, hein. Comme pour Age of Sigmar, les sauvegardes, enfin un jet de sauvegarde avec un résultat naturel de 1 sera toujours un échec. Voilà. Bon, oui, un des changements aussi par rapport à ces sauvegardes de couvert, enfin quelque chose qu'il est bon de prendre en compte dans ce changement, c'est que les armes, désormais dans leur profil, ont toujours une pénétration d'armure, mais elles fonctionnent très différemment. C'est-à-dire que maintenant, c'est un malus sur le jet de sauvegarde adverse. Vous aurez des armes qui vous donnent -1 sur votre jet de sauvegarde, -2, -3. On a vu qu'un canon laser, c'était -3, par exemple. Ce qui veut dire que les armes lourdes comme ça, qui ont une bonne pénétration d'armure, bah, elles permettront justement de tirer sur les cibles à couvert et basiquement de tirer sur du garde impérial planqué derrière un mur, quoi, mais à travers le mur directement. Donc, ce sera la double efficacité un peu des armes à bonne PA à ce niveau-là. Voilà, ça permet de déloger les cibles cachées, retranchées dans leur couvert, quoi. Bon, ça c'est génial, puis somme toute c'est assez logique, parce que c'est vrai que ce qui est capable de passer à travers une armure Terminator, en principe, on peut penser que ça passerait à travers un parapet d'un vieux bâtiment en ruine, mais bon. Maintenant, ce sera le cas en 8e édition en tout cas. Un dernier commentaire, Tim, sur les sauvegardes de couvert? Rien de plus à ajouter là pour le coup. On peut passer Ouais, je crois qu'on a tout dit. Le troisième point que je voulais aborder, alors, en tant que joueur tau, tu vas adorer, Tim, la phase psychique. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, oui, c'est le moment où les joueurs tau ou Necron se sentent pas trop concernés, quoi. Mais la bonne nouvelle pour eux, c'est que ça ira beaucoup plus vite qu'auparavant. Parce que en 8e édition, tout le système où on avait une réserve de dés de charge warp correspondant au niveau global de tous ces psycheurs, bon, tout ça, c'est terminé. Désormais, le système pour manifester des pouvoirs psychiques sera beaucoup plus simple. Il est directement calqué sur Age of Sigmar, d'ailleurs. Bon, chaque sort aura une valeur de charge warp, et pour le lancer avec succès, le psycheur devra lancer 2d6, et on compare le résultat de ces 2d6 à cette valeur de charge warp, et si le résultat est égal ou supérieur, le sort est lancé avec succès. Voilà. Bah, ça simplifie énormément le système par rapport à la phase psychique actuelle en 7e édition, hein. Là, quand même, ça sera beaucoup plus fluide, ça ira beaucoup plus vite. On lance 2d6, on garde le résultat. Est-ce que ça fait le résultat escompté pour manifester le pouvoir? Et hop, c'est parti. Bon, apparemment, on sait aussi que le nombre de pouvoirs psychiques que pourra manifester un psycheur à chaque tour dépendra de son niveau de psycheur. Et on a eu aussi un aperçu de pouvoir psychique universel, en quelque sorte, qui serait connu de tous les psycheurs, et qui est basiquement une sorte d'attaque de tir très générique, voilà, qui permet de faire perdre D3 points de vie à une unité à 24 pas, je crois que c'est la portée. 18, 24. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans la description de ce pouvoir psychique, c'est qu'on a vu apparaître la notion de blessure mortelle pour cette 8e édition. Et les blessures mortelles, ça peut parler sans doute aux joueurs qui jouent par ailleurs à Age of Sigmar. Ce sont en fait des blessures automatiques, sans aucun jet de dés, et qui ignorent toute sauvegarde d'armure. Elles ne donnent pas lieu à de sauvegarde d'armure de la part de l'adversaire. À Age of Sigmar, en tout cas, c'est très puissant. Bon, vraiment,
tout à coup, vous avez des blessures qui outrepassent toutes les étapes de jet pour toucher, jet de blessure, sauvegarde d'armure. Non, hop, direct. Un des 3 points de vie en moins. Bon. Donc, voilà. D'un côté, en phase psychique, les pouvoirs seront beaucoup plus simples à manifester, beaucoup plus rapides. Et les blessures mortelles seront d'actualité en 8e édition. Voilà ce que Games Workshop nous a révélé au sujet de la phase psychique. C'est bien, ça fait ça remet une simplicité et tout est calqué sur AOS. 100% du fonctionnement à l'Age of Sigmar. On a à la fois le 2d6 et après tu fais ton sort sur un 5+, 6+, enfin sur tes 2d. Et tu as en plus les blessures mortelles. Et du coup, là-bas, par exemple, sur le sort Smite que tous les piqueurs auront, en fonction de ton résultat, il est plus ou moins efficace, des 3 ou des 6. Ils ont repris le même système, et pour le coup, en fait, c'est extrêmement simple, quoi. C'est vraiment une bonne chose, quoi. Vraiment, plus besoin de se prendre la tête avec les poules de dés, là, et puis surtout les périls du Warp aussi, parce que du coup, ils récupèrent le même fonctionnement qu'à AOS, c'est-à-dire tu vois le psycheur et tu tentes d'abjurer si tu as une certaine portée. Ah, ça c'est pour l'abjuration, tu parles. Ouais, et du coup, l'abjuration, tu peux la faire juste avec les 2d6, et il faut que tu aies, il me semble, c'est juste un meilleur résultat que le psycheur adverse. Donc ça aussi, c'est pas mal, quoi. Oui. Effectivement, oui. L'abjuration des sorts par les psycheurs ennemis est très simplifiée aussi, puisqu'elle sera comme dans Age of Sigmar. Bon. Par contre, tu as dit péril du Warp à un moment donné, c'est vrai que j'ai oublié de mentionner que les périls du Warp, malgré tout, seront toujours d'actualité. Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi, on garde le péril, mais ça, par contre, on ne sait pas si c'est 2d6, double 1. Double 1, double 6, on ne sait pas. En tout cas, c'est vrai qu'on pouvait se douter qu'ils ne pouvaient pas vraiment retirer ça de Warhammer 40 000, parce que c'est vraiment un truc super emblématique. À chaque fois que vous manifestez un pouvoir psy, vous avez une chance de vous faire griller le cerveau par des créatures sorties d'un monde immatériel. C'est comme ça, faut tenter sa chance. Ouais. Bon. Le 4e point. Et celui-là, c'est peut-être un de mes favoris quand même. Enfin, à Warhammer 40 000, on pourra diviser, comme bon nous semble, le tir des unités. Tim, je te laisse commencer sur celui-là, tu as sûrement un truc à dire. C'est une vraie avancée. Non, c'est très bien. Franchement, c'est... encore une fois, c'est les règles que tu as à AOS, en fait. Et ils ont playtest avec AOS, ils se sont rendus compte de ce que ça donnait. Ils se sont dit, en fait, on pourrait l'adapter aussi à Warhammer 40 000. Tiens, ça marche bien. Et... non, forcément, c'est une super idée. Tout simplement, l'efficacité du canon laser dans les squads de Space Marine, ou le bolter lourd au fond de ton escouade, il n'est pas obligé de tirer sur la même unité, quoi. Du coup, on va pouvoir se retrouver avec de nouveau des escouades où l'arme spéciale va être efficace parce qu'elle ne sera pas obligée de tirer sur la même chose, quoi. Ça va dans le bon sens, c'est une bonne idée, c'est génial. Enfin, franchement, la V8, là, ça va être un truc vraiment bien, quoi. Vraiment ouf. Ouais. Je tiens à préciser au passage que, comment dire, c'est pas du contenu sponsorisé, on n'est pas payé par Games Workshop pour dire ça. Vaut mieux le préciser, ouais, parce que c'est vrai que là... Mais ça peut y ressembler des fois, mais que voulez-vous que je dise pour notre défense? On est des fanboys. Ouais, non, bon. le contenu est sponsorisé pour Planet Wargame, mais pas pour Games Workshop, pour le coup. Ouais. Non, je parlais pour moi en tout cas, mais je sais pas, syndrome du fanboy, quoi. Tout ce qu'ils font, c'est bien, et j'acquiesce et je dis oui. Je sais pas. Non, comment dire, on est sincèrement super excités sur les changements parce que Warhammer 40 000, c'est notre univers de prédilection, c'est notre jeu favori. Honnêtement, les parties en 7e édition commencent à devenir un peu pénibles parce que il y avait tellement d'aspérité au niveau des règles qui empêchaient le déroulement fluide d'une partie.
ça devenait vraiment une prise de tête avec... Des fois, il fallait se référer à 5 livres différents dans une même partie pour essayer de tirer ça au clair. Et le fait que ça redevienne fluide, comme ça, et que ça va nous permettre de juste retrouver le jeu tel qu'on veut qu'il soit, quoi, à un moment donné. Quoi. Hein, bon. Cela étant, je ne suis pas fermé aux propositions, et si quelqu'un de Games Workshop nous regarde actuellement, qui ils ont l'intention de nous corrompre à Nottingham, mais on est open, quoi. On dit du bien de toute façon, alors s'ils veulent nous payer pour ça, pourquoi pas. Non, je ne suis pas un très bon négociateur. Bon. Oui, bon, on en était sur le tir divisé. C'est un changement radical qui aurait dû avoir lieu il y a bien longtemps. Pourquoi? D'une part, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, ça évitera les situations frustrantes où sur une escouade avec un armement multiple, on se retrouve à devoir faire un choix, c'est-à-dire, mon escouade tactique avec son fusil à plasma et son canon laser, et bien sûr tous ces bolters restants, est-ce que je canarde, je sais pas, les cultistes du chaos en face ou les Ormagaunt, et avec les armes lourdes, est-ce que je canarde les chars? Mais à ce moment-là, c'est mes tirs de bolters qui seront perdus et qui ne serviront plus à rien. Là, on pourra diviser librement, tranquille. Bon. Mais surtout, j'ai envie de dire, pourquoi est-ce que ça me fait tant plaisir? C'est parce que c'est l'un des points, d'après moi, particulièrement problématiques du jeu qui s'envole avec cette règle, à savoir que le nombre d'unités qu'on peut mettre sur la table est un facteur déterminant en 7e édition. Et parfois, j'ai envie de dire que ça peut être si important comme facteur qu'on est proche juste du bug, du non-fonctionnement des règles à ce niveau-là, qui ne peuvent pas encaisser certaines situations. On a discuté, d'ailleurs, tu étais là, Tim, déjà avec un ami commun, du potentiel de la liste en format 2000 points à 40 000, juste la liste full Rhino. Imagine. Bon, ok, ça nécessite de jouer en unbound ou quoi. Mais pour 2000 points, on peut sortir à 35 points le Rhino, pas loin de 60 Rhino. Je sais, c'est absurde. C'est la liste à thème, voilà, parking de l'Adeptus Astartes. 60 Rhino. Ouais. Je visualise à peu près le même nombre de broadside juste en face, en ligne, tu vois. Oui, alors... On ne connaît pas leurs stats, mais à mon avis... Peut-être, mais ce que j'ai envie de te dire, ce qui est intéressant dans ce cas de figure, et les rhinos sont un exemple, c'est les figurines individuelles, ou les toutes petites unités, peu chères en points, qui permettent finalement d'accumuler les unités individuelles jusqu'à un stade où l'adversaire, quoi qu'il arrive en face, s'il a une liste standard, polyvalente, normale, ou même une liste très compétitive, très puissante, il ne pourra juste pas les éliminer, juste à cause du déséquilibre entre le nombre d'unités par côté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on pouvait avoir une puissance de feu phénoménale en face, mais répartie entre 8, 10, 11 unités, 12 unités. Bon. Avec 60 rhinos par tour, il y a uniquement 6 tours dans une partie standard de 40 000. Il faut éliminer 10 rhinos par tour pour espérer les éliminer de la table de jeu d'ici le 6e tour. C'est pas un cas de figure impossible si on s'amuse à imaginer des figurines individuelles en face, mais dès lors qu'il s'agit d'escouades constituées, on s'aperçoit qu'on va faire de l'overkill entre guillemets sur un véhicule, mais on va pas pouvoir viser celui d'à côté. Là maintenant, on peut diviser ses tirs librement, et ça résout complètement ce problème, quoi. Bon, je dirais que mon exemple de cette liste parking est un peu aberrant, mais pas tant que ça. Parce qu'il me semble que légalement, on pouvait le faire avec le mini codex Inquisition.
J'avais déjà pensé à ça. Ou les escouades d'hommes de main, qui sont basiquement... c'est juste la version inférieure du cultiste du chaos. Et ils valent 4 points l'unité, je crois. Mais simplement, on peut les prendre par groupe de 3. Et comme il n'y a pas de limite au nombre de détachements qu'on peut faire, un inquisiteur tout nu, sans équipement, à 25 points, et 3 groupes de 3 hommes de main comme ça. Je sais plus à combien. Je crois que j'arrivais à. Enfin, je dépassais allègrement la centaine d'unités sur la table de jeu, quoi, dans une partie en 1850 points, quoi. Juste, liste imbattable, quoi. Des petites escouades de 3 clochards qu'on peut juste pas toutes cibler, quoi. Un plaisir à monter et à peindre, en plus. Ah, mais ça fait cher le troll, hein, oui, ça c'est sûr. Mais juste, ça fait plaisir de voir une mécanique de base du jeu qui est enfin réglée. Et à tous ceux qui pourraient redouter le fait que ça fasse du coup se rallonger la phase de tir, honnêtement, parce que j'ai vu beaucoup cet avis exprimé sur les groupes Facebook qui parlent de ça ou les forums, rassurez-vous, à Age of Sigmar, on n'a pas ce cas de figure. La phase de tir reste très rapide, même si on peut diviser ses tirs et ses attaques au corps à corps. Alors après, il y a moins d'unités qui tirent aussi en règle générale à Age of Sigmar. Ouais, il peut y en avoir moins, il peut y en avoir plus. Ça dépend des listes. Mais au corps à corps, c'est pareil. Enfin, diviser ses attaques, ça se fait tout seul, quoi. C'est pas vraiment plus long que de les faire toutes sur une seule escouade, honnêtement. De toute manière, à partir du moment où tu récupères tout ce temps perdu en fait à regarder les règles dans les bouquins, juste à aller chercher en fait, prendre une règle qui te renvoie vers 2 autres règles, ce genre de choses. Là, en fait, tu l'as récupéré là le temps. C'est comme ça que tu arrives à refaire des parties en 1 heure et demie. Tu as 100% raison. Et en même temps, j'aimerais quelque part que tu n'aies jamais dit ça. Parce que je réalise, si tu veux, que basiquement, de la V3 à laquelle j'ai commencé à jouer jusqu'à la V7, tout ça sera bientôt obsolète, on sera à la V8. Et je regrette pas une seule seconde du temps passé à jouer. Mais tout le temps plongé dans les livres de règles, à la recherche d'une règle obscure dans un appendice, etc. Ce temps-là, oui, il est vraiment perdu. À jamais. Dans ma vie, je te le confirme. Il y a un côté proustien qui me dérange dans ce constat. Ouais. Enfin, la bonne nouvelle, c'est que c'est terminé. La 8e édition, ce sera juste fluide. Bon. Alors, ah oui, et petite précision, parce que Games Workshop en a explicitement parlé sur la news qui parlait des tirs qu'on puisse diviser. Apparemment, c'est sur une base individuelle, figurine par figurine, comme on veut. Puisque dans l'exemple qu'il donnait, une escouade tactique où les Space Marines avec Bolter tiraient sur des Gaunt, tandis que le porteur du lance-flamme tirait sur un Lictor caché pas loin, et le porteur du lance-missile tirait un missile anti-char sur un Carnifex. Donc, juste pour éviter la confusion avec tir divisé de la 7e édition qui permet à une figurine de tirer sur autre chose. Non, là, c'est... Ouais, on répartit comme on veut. J'ai hâte. Alors, le 5e et dernier point dont j'ai décidé de parler aujourd'hui, c'est le fait qu'il n'y aura plus de gabarit d'explosion en 8e édition. Je suis un petit peu plus mitigé sur ce dernier point quand même, dans le sens où les gabarits sont des outils assez iconiques de nos parties, de notre jeu. Ça fait longtemps qu'on les utilise, on les aime bien, c'est des objets assez marrants. Ça attire toujours la curiosité d'ailleurs des gens qui ne connaissent pas ce jeu-là et qui passent dans la pièce. C'est quelque chose qu'on voit pas partout. Et malgré tout, je suis quand même content de les voir disparaître parce que même si leur utilisation peut sembler intuitive, en pratique, j'ai pu quand même m'apercevoir que c'était pas vraiment le cas. Parce que les désaccords sur le nombre de figurines touchées
sont, mais potentiellement... Enfin, il y a vraiment de quoi ébranler même l'amitié la plus solide, quoi. Parce que c'est des cas de figure où tout le monde peut penser sincèrement être de bonne foi et tolérant et est même prêt à laisser l'avantage à son adversaire, mais euh, on a toujours le sentiment de s'être fait avoir un petit peu, quoi. Euh, honnêtement, Tim, enfin, je pense que tu me contrediras pas là-dessus, quoi. Le nombre de figurines touchées par un gabarit, ça a juste jamais été clair comme facteur. Bah, c'est totalement imprécis. Et puis, le côté juste des armes d'artillerie, les gabarits, tu roulais les uns sur les autres, plus 3 ou 4 fois. Ah oui, pour les tirs de barrage, tu veux dire, oui, ouais. Tir de barrage. Non, c'est vrai que tirer au canon Thunderfire avec 4 gabarits jumelés qu'on puisse relancer, qui se... Ouais. J'en ai joué un, enfin, si j'en avais 3 dans ma liste, mais je crois qu'il y a de quoi juste arrêter la partie de lassitude. C'est trop long. C'est trop long. Oui, je précise quand même qu'est-ce qu'on aura à la place de ce système de gabarit. Eh bien, apparemment, la plupart des armes qui avaient un gabarit d'explosion ou de souffle, ça va être remplacé par une valeur de touche, un nombre de tirs ou un nombre de touches aléatoire. Par exemple, le lance-flamme, ce sera D6 touches automatiques. On jette un D6, ouais, ça fait ce nombre-là de touches automatiques. Apparemment, juste aujourd'hui, il y a eu un nouveau petit teaser de la part de Games Workshop où ils ont révélé le Battle Cannon du Lehman russe. Et lui, il est lourd D6. Donc, il faut quand même effectuer un jet pour toucher pour celui-ci. Voilà. Les touches automatiques, ça semble réservé au lance-flamme. Voilà. Mais ça va tellement simplifier, si vous voulez, le déroulement de ces phases de tir. Pour les joueurs débutants, comme pour les joueurs confirmés, hein, c'est aussi plus fluide malgré tout. Hein, parce que ça va retirer toutes ces ambiguïtés sur le nombre de touches, sur ce genre de choses, etc. Les déviations. C'est parce que si vous ajoutiez la déviation avec le dé qui pouvait franchement ne pas être à côté du gabarit, donc ça pouvait partir un peu dans tous les sens. Et l'imprécision du gabarit même, c'était un truc juste presque aléatoire, quoi, le nombre de touches. À partir du moment où vous placez un objet en 2 dimensions comme ça, à une hauteur non déterminée et variable, bah, il y a la perspective qui entre en jeu, quoi. C'est-à-dire que plus le gabarit, je le place au-dessus des figurines, et plus je vais, en me mettant au-dessus, en voir recouverte. Potentiellement, avec un escabeau, et en plaçant un gabarit comme ça, je pense, assez haut dans la pièce, on peut voir toute la table d'une partie de 40 000. J'ai jamais eu un adversaire qui a poussé la mauvaise foi jusque-là. Mais bon, il n'aurait pas forcément eu tort de le faire. Il n'y a pas de règle sur la hauteur. Bon, Tim, si j'ai bien compris, toi, tu es content de voir les gabarits disparaître aussi? Ouais, c'est une bonne chose aussi. Ouais, c'est vrai que ça va rendre tout ça plus fluide. Le côté touche automatique sur les flamers, c'est bien ça aussi. Hein. C'est plus besoin d'aller se mettre dans des angles un peu particuliers juste pour comment dire, augmenter le potentiel de ton comment dire de ton gabarit pour le placer d'une certaine manière. Au moins là, c'est simple, c'est rapide. Non, c'est vraiment bien quoi. Ouais. Ouais. Simple, rapide, efficace, quoi. Juste un nombre de touches aléatoire. Bon, et ben voilà qui nous amène à la fin des 5 points qui, d'après moi, sont les plus excitants, ceux qui me rendent le plus impatient de jouer à cette 8e édition, ceux qui ont le plus capté mon attention. Il y en a beaucoup d'autres. Si vous
vous rendez sur le site de Warhammer Community, vous pourrez voir depuis le début chaque teaser sorti jour après jour de la part de Games Workshop, qui nous en apprend à chaque fois un peu plus sur cette édition. D'ailleurs, quand on dit jour après jour, c'est vraiment, ils chôment pas, hein, parce que même les week-ends, le samedi, le dimanche, et les jours fériés qu'il y a eu dernièrement, ils en sortent un quoi qu'il arrive. Le 1er mai, il y avait une news sur Warhammer Community. Bon, bien sûr, par contre, il faut lire l'anglais, hein, pour comprendre tout ça. Si vous avez cette chance, tant mieux. Si c'est pas le cas, vous pouvez toujours aller sur notre page Facebook, hein, Planet Wargame, où on traduit jour après jour en français les news sur cette 8e édition, quoi. On a pu voir que c'était bien utile à certains joueurs. Vrai. Tout le monde ne lit pas l'anglais. Et donc voilà. Tu as une dernière pensée, Tim, peut-être dans le top 5, là, on n'a pas parlé de toutes les autres choses qui ont été annoncées, hein, mais c'est vrai que dans la globalité de la 8e édition de ce qui a été annoncé, on va vraiment, à mon avis, ça va être fun. Et moi, le truc qui me fait le plus plaisir, c'est le côté, le jour où ça sort, où c'est annoncé, mis en disposition, où c'est disponible pour les utilisateurs, c'est qu'en fait, on aura toutes les règles sur le site de Games, quoi. De la même manière qu'il y a les Warscroll pour AOS qui sont disponibles sur leur site, là, on aura les règles de chaque unité à télécharger dès la sortie. Et ça, c'est un côté aussi qui est vraiment bien, quoi. Quand tu veux acheter une nouvelle unité, une nouvelle figurine qui sort, tu regardes les règles directement, officiellement, sur le site de Games, tu télécharges le PDF. C'est quand même plus pratique que d'aller se farcir des pages de leaks en anglais ou autre chose, quoi. Là, c'est vraiment le côté officiel et non, c'est bien. En plus, c'est ni plus ni moins qu'une mise à niveau par rapport à la concurrence, hein, pour le coup, parce que ça, c'est des choses qu'on retrouve déjà dans d'autres wargames. Mais c'est vrai que chez eux, ils l'ont fait à AOS, ils le font à 40K. A priori, ils le font d'une manière en plus qui va passer un peu mieux auprès des personnes, parce qu'il va y avoir le General's Handbook version 40 000 avec les trois systèmes de jeu qui va être sorti directement, les points qui vont être disponibles et tout ça. Donc, c'est difficile de trouver des points négatifs quand même, hein, sur tout ça, hein. Il y en aura, mais pour le moment, dans tout ce qu'ils annoncent et ce qui est suffisamment bien ficelé, on a du mal à les repérer, hein. Oui, on a du mal. Mais en même temps, pourquoi essayer? Non, c'est vrai. Je sais pas quoi dire. Ça fait à peu près 1 an et demi, peut-être 2 ans que Games Workshop a radicalement changé d'orientation. Ils ont décidé de juste tout faire bien et comme on l'attend. C'est très bizarre. C'est assez troublant parce que tout ça d'un coup, quand même. Je pense que clairement, au QG de Games Workshop à Nottingham, vous voyez le QG avec le Stormcast Eternal en statue dorée là devant et dans la grande baie vitrée là de leur bureau, je pense qu'il doit y avoir un de ces panneaux affichés, un peu comme quand vous passez devant une boulangerie ou un restaurant des fois, changement de propriétaire. Je vois que ça. Changement de direction. Ouais. C'est les mêmes, mais c'est différent. C'était pourri, mais c'est mieux maintenant. Faire un tour. Ça doit être ça. Même eux, ils en ont conscience parce que justement, quand ils ont annoncé, je crois que c'est le premier post de la V8 justement où ils disaient, ils expliquaient qu'ils allaient leaker toutes les règles comme ça tous les jours, et ils disaient mais vous savez on sait comment c'est possible et tout, mais on est le new Games Workshop, quoi. Même eux en fait ils en ont conscience et tout simplement en fait bon ça doit se limiter juste à lire lire les commentaires en fait sur Facebook et ils s'en rendent compte et c'est bien, quoi. C'est bien. En fait, ils rattrapent le retard qu'ils avaient avec le sentiment que c'était une société qui était ultra fermée, ultra à l'ancienne, quoi. Et ils se mettent dans l'ère
de la modernité, des réseaux sociaux, de ce genre de choses. C'est bien, c'est super bien, quoi. Eh ouais. Il nous donne tout ce qu'on attendait et on en est tout étourdi. Enfin, c'est cool. Bon, eh ben, je crois qu'on a fait le tour du sujet pour aujourd'hui. De toute façon, la 8e édition, on va vous en reparler hein, très bientôt. On va forcément refaire des vidéos. On est très excité par cette nouvelle édition. Je crois que vous l'aurez compris, c'est la 3e fois que je le dis. Mais c'est vrai et on a envie de partager ça avec les gens qui nous regardent, avec les gens qui suivent notre site Planet Wargame. On a envie de partager ça avec eux, savoir ce qu'ils en pensent aussi. Donc n'hésitez pas à nous laisser votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle édition? D'après vous, est-ce qu'il y a un point plus important que ceux que j'ai énumérés, un point encore plus crucial qui a retenu votre attention? Comment vous voyez cette 8e édition? Voilà quoi, bon. On a envie d'échanger avec vous sur ce sujet. On vit un moment... on vit un moment là qui promet de très bonnes choses pour notre jeu. Bon, Tim, on ferme là-dessus? Ouais. Oh, je voulais juste, avant de terminer, glisser une petite dernière news, puisque ça vient d'être communiqué sur Warhammer Community, là. Un genre de flash info spécial. Il y a un deuxième teaser sur le fonctionnement des armes et il y a une news complètement dingue qui fera plaisir, mais alors à certains joueurs, mais je pense qu'ils vont sauter au plafond en entendant ça. La façon dont fonctionnent les armes combinées. Combi fuseur, combi lance-plasma, combi lance-flamme. Ouais, on savait comment ça fonctionnait avant. Ça n'a plus rien à voir maintenant parce que vous pouvez utiliser les deux, le bolter et le fuseur par exemple, dans la même phase de tir. Ah, c'est cool, avec -1 en CT quand même. Mais surtout, l'arme spéciale n'est plus réservée à une seule utilisation. On peut l'utiliser à tous les tours. Ah ça, c'est puissant, putain. Ouais, alors moi j'ai tout de suite pensé à mes sergents d'escouade tactique. Ouais, cool, ok, il peut utiliser son fuseur à chaque tour. Mais alors, les gens qui jouent des Stern Guard, là, les vétérans d'appui, enfin, par cette simple règle, l'unité vient de quintupler son efficacité, quoi. C'est incroyable. Ils pourront utiliser juste leur bolter à munitions spéciales et leur arme combinée tout au long de la partie. Ouais, j'imagine qu'on va assister à beaucoup de changements comme ça, des figurines qui étaient un peu en retrait, plus très jouées, qui vont revenir sur le devant de la scène. Et inversement, des listes qui étaient toujours au sommet des tournois, peut-être, vont baisser un peu en efficacité. Enfin, bon, de toute façon, tout va être renivelé, tout va beaucoup bouger dans les semaines et les mois à venir. Et on a hâte de voir ça, quoi. Bon, eh ben, à la prochaine. En attendant, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site Planet Wargame, si le cœur vous en dit. C'est un site de petites annonces dédié aux produits de Wargame. Vous trouverez un lien dans la description de la vidéo plus bas. Et on se revoit dans notre prochaine vidéo. Salut! À plus!